Merci à vous tous qui nous suivez et surtout bienvenue dans cette ce nouveau numéro de votre émission Éveil National. Nous sommes encore là pour parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, parler aussi des relations internationales, comment ça se passe, quelles sont les négociations idoines pour ramener la paix dans la partie est de notre pays. Sur ce plateau, nous recevons pour vous un chercheur en relations internationales à la personne de M. Blaise Dibaya. Il n'est plus à présenter puisque c'est un grand politicien, un grand chercheur et scientifique en relations internationales. Avec son intelligence, nous allons analyser la situation sécuritaire à l'Est. Nous allons aussi voir qu'est-ce que la République démocratique du Congo doit faire pour que la paix soit restaurée dans la partie Est et les relations entre les pays, comment ça se passe. Il est déjà dans le mur. Bienvenue à vous, M. Blaise Dibaya. Merci, M. Wallace. Je suis très heureux d'être reçu dans votre plateau. Et vous savez que la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo est à la fois une guerre de prédation et une guerre de occupation. Ça veut dire que depuis la conférence de Berlin de 1885, en passant par l'État indépendant du Congo, par la coalition belge jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo a toujours fait l'objet de la convoitise de la part des puissances étrangères. Sa situation géographique, sa superficie et ses ressources naturelles ne cessent d'alimenter des visées expansionnistes et hégémoniques de certaines puissances, certaines en quête d'espace pouvant leur permettre de résoudre le problème démographique, et d'autres cherchant l'accès, la possession ou le contrôle de nos ressources naturelles. Et ces ressources naturelles, jugées stratégiques, leur abondance et leur diversité ne cessent d'attirer la convoitise des puissances étrangères. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, les cuivres, les cobaltes, les coltans, les nickel, les manganèses, les bauxites, l'or, les diamants, l'uranium, le pétrole. C'est-à-dire que ce sont des ressources qualifiées stratégiques compte tenu de leur valeur, de leur importance économique. C'est-à-dire que ce sont des ressources indispensables dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans l'électronique, mais aussi dans l'industrie militaire. Ils entrent dans la fabrication même des fusées, des satellites, des radars, des réacteurs nucléaires, des téléphones portables et autres. C'est-à-dire que, monsieur le journaliste, ce sont des ressources qui sont non renouvelables, qui sont épuisables et qui varient dans le temps. C'est-à-dire que les puissances étrangères veulent avoir l'accès, la possession et le contrôle. Et de ce fait, ils ficellent savamment les stratégies pour en avoir l'accès, la possession et le contrôle, soit directement, soit par des groupes armés interposés. Donc, la guerre de l'Est, tout ce que nous vivons, en fait, sont des problèmes avant tout géopolitiques et géostratégiques. Donc, vous voulez dire qu'aujourd'hui, la RDC est victime de ses propres richesses. Justement, ça dit que le Congo est victime de ses propres richesses. Parce que, d'ailleurs, comme je vais le dire tantôt, ce sont des ressources privées, prisées dans les industries de technologie. Ce sont des ressources recherchées. Alors, c'est ainsi que vous voyez qu'il y a rivalité de puissance, il y a rivalité de différents acteurs sur le territoire congolais pour en avoir l'accès. Et aujourd'hui, vous êtes de la relation internationale. Que faut-il faire aujourd'hui pour que cette situation-là puisse changer? Puisque vous avez vu à Goma combien est-ce que la population est en train de souffrir, comment est-ce que la population est en train de mourir là, le Rwandais là tue cette population-là. Que faut-il faire pour résoudre ces problèmes? Non, comme je l'ai dit tantôt, c'est-à-dire que au grand mot des grands remèdes. C'est-à-dire que le Congo est victime de ses ressources naturelles. C'est-à-dire là, nous sommes victimes d'une exploitation systématique. Ici, il s'agit d'une guerre d'occupation des espaces. C'est là où je vous ai dit tantôt que les enjeux sont avant tout géopolitiques et géostratégiques. Et nous devons combattre les enjeux à leur hauteur, disons. C'est-à-dire quoi? Vous savez que les relations internationales sont avant tout des relations d'intérêt.
Et chaque État, dans ses relations avec les autres, cherche à accroître sa puissance, son intérêt national. Et cette puissance n'a pas de seuil. Elle n'est limitée que par une autre puissance. Et la puissance considérée comme la capacité qu'a un être de produire un effet sur un autre être, ou cette capacité qu'a l'unité de poser sa volonté aux autres unités, elle n'est limitée que par une autre puissance. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple simpliste. Si vous prenez un couteau, vous l'enfoncez dans un mur, le couteau ne va pas pénétrer parce qu'il sera confronté à une résistance. Mais si vous prenez le même couteau, vous l'enfoncez dans un carton, le couteau pénétrera parce que le couteau ne sera confronté à aucune résistance. C'est ça en fait la puissance. Et d'ailleurs, vous verrez que même Machiavel, qui est considéré comme l'un des précurseurs du pouvoir réaliste dont je suis partisan, disait toujours que vous êtes partisan du courant réaliste. Effectivement. Okay. Le prince, dans l'exercice de sa fonction, doit s'inspirer de la ruse du renard et de la force du lion. Vous comprenez? Et même Joseph Mouille, la ruse du renard, oui, et la force du lion. Okay. C'est ça que Joseph, ça doit être une source d'inspiration. Justement. C'est ça que Joseph Mouille rappelle les soft power et les hard power. Les hard power, c'est le pouvoir de coercition militaire ou économique. C'est-à-dire que l'État peut arriver à exercer son exercice, son influence dans les relations internationales grâce à ses capacités militaires et ses potentialités économiques. Il y a aussi les soft power, c'est le pouvoir douce, c'est le pouvoir doux, non coercitif. C'est-à-dire que c'est le pouvoir d'attraction, de capacité d'influence ou de persuasion qui se matérialise par la diplomatie, la culture, la religion, les sports, l'art, la musique et autres. Ça veut dire que nous devons faire usage de ces deux types de pouvoir, pour hard power et le soft power. Pour gagner. Et là, ça fait le smart power, c'est-à-dire le pouvoir d'intelligence. C'est la combinaison du soft power et du hard power. C'est ce que Machiavel a appelé la ruse du renard et la force du lion. C'est-à-dire que nous devons activer tous les éléments de la puissance. Parce que vous êtes sans ignorer que la puissance est avant tout multidimensionnelle. Nous devons activer les éléments politiques, les éléments économiques, démographiques, géographiques, culturels, idéologiques, technologiques. C'est-à-dire que tous ces éléments doivent être activés pour en bref, qu'on appelle une planification stratégique avec ambition à l'échelle régionale. C'est des réformes profondes pour une ascension d'une puissance émergente congolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut un dialogue avec le M23 pour résoudre la crise en RDC? Ça veut dire quoi? Le dialogue fait partie de la cohésion nationale. Dans une certaine mesure, j'ai suivi, il y avait des évêques, des religieux qui sont pour qu'il y ait un dialogue, des consultations et autres. La cohésion nationale n'est pas mauvaise. Mais du moins, ce n'est pas les médicaments appropriés au problème. Ça veut dire que je veux dire que le problème est avant tout, les enjeux sont avant tout géopolitiques et géostratégiques. Et il faut les prendre à la hauteur de ces enjeux. Ici, il s'agit de guerre d'occupation, de guerre de prédation. Même quand je vois certains citoyens envoyer des messages de soutien aux forces armées, c'est pas mauvais. Ou certains mandataires. Non, non. Il faut des planifications stratégiques. Par exemple, quand je dis qu'il faut activer tous les éléments constitutifs de la puissance, cela veut dire quoi? Sur le plan militaire, par exemple, quels sont notre potentiel militaire? Que devons-nous faire pour avoir une armée forte et républicaine? Il faut mobiliser ces militaires-là. C'est-à-dire quoi? Il faut motiver, faire tout. Il faut améliorer les conditions sociales non militaires. C'est-à-dire la réhabilitation des camps militaires existants, les logements sociaux pour les militaires, avec une infrastructure scolaire et sanitaire. Il faut leur solde. Vous comprenez? Il faut l'approvisionnement en équipement militaire moderne, et même les agents de services de sécurité. Sur le plan économique, il nous faut des réformes économiques pour une production nationale efficace, pour que nous puissions produire des biens et des services capables de rendre notre économie forte, et pour que nos importations soient supérieures à nos exportations soient supérieures à nos importations. C'est le deuxième facteur. C'est très important. Et ça veut dire que même sur le plan économique, il nous faut des réformes. C'est-à-dire que certaines institutions budgétivores
doivent être supprimés. Comme quelle institution? Par exemple, le Sénat. Pour vous, le Sénat doit être supprimé au moment où... Oui, nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de moyens. Même plusieurs cellules au niveau de la présidence, par exemple. Certaines coordinations doivent être supprimées. Réduire le train de l'institution, les émoluments des députés, les salaires des ministres, des mandataires publics. On doit réduire tout ça parce que nous avons besoin d'argent. Et là, vous soutenez l'idée de Bitakoura qui pense que le militaire doit être mieux payé que le ministre, que les députés. Mais mon cher ami Raymond, avant disons que nous avons l'État n'a que deux représentants dans les relations internationales, les diplomates et les soldats. Ah bon? Justement, c'est-à-dire que nous avons deux instruments d'expression. Sur le plan international. Justement, nous avons les diplomates et les soldats. Et quand je parle de diplomates, c'est au sens large, en commençant par le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et nos différentes missions et représentations diplomatiques à l'étranger. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont les représentants de l'État à l'étranger, les soldats. Mais l'État normal, qui est d'un côté, l'entretien, un acteur qui est le diplomate, et négliger l'autre qui est les soldats. Vous comprenez? Parce que vous êtes sans ignorer, comme le disait Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que lorsque les négociations échouent, c'est cela qui doit entrer en action. Vous comprenez? C'est un peu ça. Et même vous verrez que ici, l'idée que vous voulez soulever du dialogue, je vous ai répondu que pour moi, ce n'était pas la solution appropriée. Ici, il s'agit d'analyser les implications politiques et guerrières des situations géographiques de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Et même quand je parlais des acteurs, ça dit quoi? Parmi les moyens activés, je vous ai parlé qu'il faut activer les éléments politiques, économiques, géographiques, démographiques, culturels, techniques, scientifiques. C'est-à-dire, c'est parce que la puissance est multidimensionnelle. C'est-à-dire que sur le plan technique, sur le plan économique, il y a des réformes que nous devons opérer. Nous devons créer un climat propice à la croissance économique, un climat propice aux investissements. Donc il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'amélioration du pays. Et sur le plan politique, je vous ai parlé. Je voulais quand même vous poser cette question. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas pour le dialogue? Vous pensez que le dialogue ne va pas résoudre des vrais problèmes au moment où on dit il y a parmi ces politiciens-là qui sont en train de faire la guerre aujourd'hui à l'Est, comme Nanga, et ce sont des gens qui sont fiscaux, ils ont besoin peut-être de retrouver leur bien qui est arraché par l'État congolais. Vous ne pensez pas que ce dialogue pourrait être la meilleure solution au lieu peut-être de chercher la guerre au moment où notre armée, comme certains pensent, que n'est pas vraiment outillé pour faire cette guerre avec le Rwanda, contre le Rwanda? Oui, non, c'est-à-dire quoi? Le dialogue fait partie du premier élément constitutif de la puissance. Je parlais qu'il y avait un élément politique. Vous comprenez? Nous devons avoir des institutions stables, des institutions fortes, des institutions légitimes. La cohésion nationale, c'est bien bon. Mais les enjeux sont des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Alors, ici, il s'agit d'une agression. Bon, d'une agression, mais que je peux appeler, il s'agit d'une guerre d'occupation, d'une guerre de prédation. C'est-à-dire quoi? Nous sommes occupés par nous avons des puissances étrangères qui sont en quête d'espace pour résoudre leurs problèmes démographiques. Donc, l'espace devient le théâtre des rivalités des différentes puissances. Mais en même temps, il y a des enjeux. Même si les ressources naturelles de la République démocratique du Congo sont des enjeux. Mais est-ce qu'il ne faut pas dialoguer avec ces gens-là, ces forces-là qui amènent ces théâtres-là en MDC? Oui, mais écoutez, nous devons aussi reconnaître quelque part la faiblesse de l'État congolais. Nous avons un État en déliquescence. Nous avons un État faible. Parce que, vous savez, comme je vous ai dit, que dans la théorie des puissances, nous avons ce qu'on appelle les superpuissances. D'ailleurs, on peut parler même des hyperpuissances. Moi, je parle de superpuissances. Il y a des grandes puissances, il y a des puissances moyennes, ou des puissances régionales. Il y a des États faibles. Alors, ça dit quoi? Il y a tout un travail qui doit se faire en amont. Il y a toute une planification qui se fait en amont pour se classer dans l'une de ces catégories de puissances. Ça dit quoi? Aussi longtemps que le Congo regorgera ses ressources naturelles, aussi longtemps que
le Congo sera aussi dense. La paix ne peut être envisagée que par la formulation d'une planification stratégique. Donc, nous devons conjuguer tous les éléments constitutifs de la puissance pour l'émergence d'une puissance congolaise au niveau. Et c'est le fruit d'un travail. Donc aujourd'hui, vous voulez dire qu'il n'y a pas cette planification-là, voilà pourquoi la RDC est victime de toutes ces guerres. Justement, vous savez que mon cher ami, le Congo est le deuxième pays le plus vaste d'Afrique, après l'Algérie. C'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique, après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. C'est-à-dire quoi? Ce pays regorge une cinquantaine de minéraux recensés, dont la plupart sont qualifiés de stratégiques et indispensables pour la technologie actuelle. C'est-à-dire que le progrès scientifique et le développement scientifique est à la recherche de ces minéraux. Et puisque ce sont des minéraux limités, ce sont des minéraux épuisables, et leur répartition est inégale à travers le monde, il nous faut absolument que le Congo redevienne une puissance régionale pour barricader ou mettre fin à toutes ces velléités étrangères. Au cas contraire, mon cher ami, ces pays risquent de disparaître. Vous savez, Aimé Césaire disait, une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes qui suscitent son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ces problèmes cruciaux est une civilisation atteinte. C'est-à-dire qu'à la ligne où font les choses, nous risquons d'assister à la déclinaison du Congo. Vous voyez, et j'ai renchéri Charles Darwin qui disait que les espèces animales ou humaines qui seraient incapables de conquérir leur nourriture ou de s'accaparer des femelles seraient naturellement éliminées, laissant ainsi la place aux espèces résistantes capables de s'adapter aux nouvelles conditions d'existence. C'est-à-dire que le Congo doit s'adapter aux nouvelles conditions d'existence. Les relations internationales sont des relations d'intérêt. Vous comprenez? Il n'y a pas de cadeaux, il n'y a pas de gratuité. On vous donne rien gratuitement. Justement, chaque État cherche à défendre son intérêt. Chaque État est à la recherche de l'accumulation de sa puissance. Vous comprenez? Et cette puissance est multidimensionnelle. Donc, tous les médias sont à notre portée. Nous devons prendre conscience, une conscience collective. Et nous devons aussi nous responsabiliser les uns les autres pour la défense de notre patrie. Nous n'avons que le Congo comme patrie. Nous n'avons pas un autre pays. Nous devons absolument chercher à défendre ces pays. Alors, la question qu'on aimerait lui vous poser, quelle attitude Félix Antoine Tshisekedi doit avoir aujourd'hui, puisque nous avons vu la SADC tenir une réunion, SADC et EAC tenir une réunion le week-end dernier, mais aujourd'hui, il n'y a pas une condamnation fixée contre le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit tirer la conclusion de dire on va en guerre ou alors on va voir les États-Unis qui sont parmi les forts, les super-forces, si on doit emprunter vos termes, pour discuter de la situation de la RDC? Quelle attitude le chef de l'État doit avoir et quelle diplomatie engagée, vous êtes chercheur en relations internationales, quelle diplomatie engagée pour que la RDC retrouve sa paix? Puisqu'on en a marre, ça fait plus de 30 ans que le pays est agressé. Mon cher ami, la SADC, l'EAC sont des associations. Vous comprenez? Ça veut dire que l'adhésion et les retraits sont libres. Ils n'ont pas un pouvoir contraignant sur les États. Et entre-temps, c'est la population congolaise qui paye. Donc l'État congolais qui est agressé. Donc la première responsabilité revient à l'État congolais. Je vous ai dit ici qu'il n'y a pas deux solutions. C'est la mise en place des éléments constitutifs de la puissance. Les enjeux sont géostratégiques et géopolitiques. C'est-à-dire ici, il faut activer l'élément politique, l'élément démographique, l'élément géographique, l'élément culturel, l'élément idéologique, l'élément technologique. Je ne sais pas si j'ai pas l'élément militaire. C'est-à-dire que c'est la conjugaison de tous ces éléments et il faut de grandes réformes pour ça. C'est ce qui nous prendra encore beaucoup de temps, toutes ces réformes-là, puisque l'État n'est pas notre allié fidèle. On n'a pas le choix, mon cher ami. On n'a pas le choix.
des omelettes sans casser les œufs. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il nous faut des sacrifices. Vous savez, dans la théorie de puissance, lorsqu'un État exerce son influence sur un autre, soit il cherche à obtenir une action ou une abstention, ou encore il cherche une inaction ou une attitude de la part de l'État dominé en faveur de l'État dominant. Vous comprenez? Et alors, il y a des messages, ce sont des messages que l'État dominant transmet à l'État dominé. Et lorsque l'État dominé ne réagit pas, et les conséquences que soit c'est l'obéissance ou la soumission, ou c'est la rivalité, la résistance. Donc aujourd'hui, le RDC doit se soumettre. Non, on ne peut pas se soumettre. Nous choisissons la voie de la résistance ou de l'insoumission. Parce que la souveraineté, selon vous, puisque vous êtes plus du domaine, est-ce qu'on doit résister ou on doit se soumettre? Nous devons résister. Vous savez, notre pays est agressé, il nous faut de la résistance et de l'insoumission. Parce que la souveraineté ne se négocie pas. L'intégrité territoriale ne se négocie pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si on allait à la SADC, on allait à l'EAC, mais les Congolais continuent à mourir. Mais ce sont des citoyens congolais. Il est de notre responsabilité. Mais vous imaginez, ça fait depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, nous avons été capables de nous doter d'une armée forte et républicaine. Mais nous avons une responsabilité devant l'histoire, mon cher ami. Nous avons une responsabilité devant l'histoire. Comment expliquer qu'un pays potentiellement riche, potentiellement riche sur papier, puisque la réalité soit toujours victime des agressions des puissances étrangères? Nous sommes entourés de 9 pays frontaliers. Et du moins, nous avons un litige frontalier avec 7 pays. Vous avez le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la Zambie et l'Angola. Nous avons des litiges. Justement, c'est-à-dire avec l'Angola, sans ignorer qu'il y a de cela quelques années, il y a des territoires où les villages, dans mon secteur d'ailleurs, Mouchiko, où le village Chaïmonde a été annexé par l'Angola. Nous avons un litige frontalier avec l'Angola. C'est toujours de la zone de la République démocratique. Non, c'est déjà annexé, à l'Angola. Justement, dans ce village, ce n'est plus la République démocratique. Non, le territoire de Kaïmba, déjà annexé dans l'Angola. Oh, même Kaïmba aussi. Non, en fait, ce sont des villages dans le territoire de Kaïmba. Oui, annexés dans l'Angola. Depuis 2007. On n'a pas récupéré plus que... Non, pas du tout. Il y avait nous avons encore un litige frontalier avec l'Angola par rapport à la zone économique exclusive et le plateau continental sur l'exploitation des blocs pétroliers au niveau de l'océan Atlantique. Vous comprenez? Et même au niveau du Rwanda, parfois, il y a certaines incursions de la marine angolaise sur le territoire congolais. Vous comprenez? Avec la Zambie, nous avons un litige frontalier. Dans le Tanganyika, vers Moba, dans le village de Moriro, où il y a quelques années, des forces, il y a eu même un échange de tir entre les forces armées zambiennes et les forces armées congolaises. Avec l'Ouganda, l'île de Kwikanzi est toujours disputée entre les deux pays. L'espace Gatumba est disputé avec l'Ouganda. Ça veut dire que nous devons absolument nous constituer une puissance pouvant permettre au Congo d'exercer sa puissance, d'affirmer sa puissance, d'exercer son influence dans les relations internationales contemporaines. Sinon, le Congo risquera de disparaître. Et pour cela, il nous faut conjuguer tous les éléments constitutifs de la puissance. Ici, il s'agit de guerre d'occupation et de prédation. Et la géostratégie est définie comme étant la fabrication de l'espace par la guerre. Donc, nous devons chercher à analyser les implications politiques et guerrières liées à des situations géographiques. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je me dis, cette communauté internationale, est-ce qu'elle peut nous aider à arriver à faire de planification, à restructurer notre armée, à restaurer cette communauté internationale? Puisqu'aujourd'hui, tout le monde attend les sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda. Tout le monde attend l'aide de la communauté internationale pour aider la population de l'Est par rapport à l'aide humanitaire. Qu'est-ce que la communauté internationale, puisque vous êtes de cette relation internationale, peut nous apporter dans de pareilles circonstances? Oui, monsieur le journaliste, je vous dis que ça dit quoi? La présence d'intérêt en République démocratique
suppose la rivalité, la compétition et des conflits permanents. C'est-à-dire, les puissances étrangères s'y rivalisent pour en avoir l'accès, la possession ou le contrôle de nos ressources naturelles. Donc, parce que la communauté internationale est composée d'États, chaque État de la communauté internationale est préoccupé à l'accumulation de ses ressources naturelles, à l'accumulation de sa puissance. Donc, il revient aux Congolais de pouvoir s'organiser. De la charge des Congolaises. Ok. Donc, il y a notre responsabilité. Nous devons prendre conscience du danger qui guette la République démocratique du Congo. Et ceux qui trahissent le pays, qui vont s'allier à ces gens-là, soi-disant communauté internationale, qui sont manipulés par le Rwanda comme Nanga, qu'est-ce qu'il faut? Pouvez les interpeller? Non, mais mon cher ami, nous avons vu ceci. Je parlais dans les démarches politiques. Parmi les réformes, il nous faut un appareil judiciaire efficace. Il faut des réformes au niveau. Ça dit quoi? Aujourd'hui, Constant Mutambaya a de faire un bon travail. Justement, d'ailleurs que je félicite beaucoup. Mais mon cher ami, il existe un code pénal militaire en République démocratique du Congo. Mais tous ces cas de trahison, tous ces cas de désertion sont punis par le code pénal militaire congolais. Que voulons-nous? Que les Français, que les Belges viennent arrêter tous ces militaires traîtres? Ou comment? Parfois ça me dépasse. Mais il nous faut de la transcendance. Il nous faut de l'élévation. C'est notre pays. Nous avons tous les instruments. C'est quoi? Quand je parle de débat politique, il faut qu'il y ait des réformes. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il faut des sacrifices. Réduire les trains de l'institution. C'est ce que réduire les salaires des ministres et des députés. Aucun salaire au Congo ne peut dépasser 100 000 $. Et les ressources économisées ou les ressources supplémentaires pourront nous permettre d'augmenter les salaires des militaires, des policiers et des autres fonctionnaires de l'État. C'est ça qu'on appelle une juste redistribution des revenus nationaux. Et nous devons balayer les inégalités sociales. Parce que tout ce qui arrive ici est le résultat des inégalités sociales, parce qu'il y a des frustrations. Il y a des communautés frustrées. Il y a des gens qui sont frustrés, qui ne tirent pas profit de la République. Il faut, à l'arrivée à ces niveaux, mon cher ami, ce n'est pas facile, mais nous sommes obligés, parce qu'il faut passer par là. La communauté internationale soutient le Rwanda, les États-Unis, puisqu'aujourd'hui, on doit se dire des vérités en face. Je ne vois pas, je vais un peu parler de choses, Rwanda, un tout petit pays, à RDC, comme la communauté internationale, les États-Unis, l'Union européenne, ils ont le monde à côté, mais ils ont soutenu le Rwanda. Est-ce que le loyo, RDC a pu continuer à compter sur les États-Unis? Est-ce que les loyo, jeunes, mon cher ami, les relations internationales sont des relations d'intérêt. Non, il y a ceci. Est-ce que RDC ne peut pas donner ce que le Rwanda leur donne? Mais nous devons créer ce qu'on appelle l'équilibre de puissance. Ça dit quoi? Nous devons nous allier à d'autres pays qui peuvent nous aider. C'est-à-dire, si nous constatons que c'est comme une méthode scientifique, on a la méthode Boyo, mais les résultats de la méthode Simbaté, il faut changer les méthodes. Vous comprenez? On ne peut pas rester toujours comme à Zelawana des années et des années. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Mais non, on ne peut pas empêcher à un État, parce que les États sont libres et souverains. Donc, ils peuvent se décider comme ils veulent. Mais nous, en tant que Congolais, nous avons notre responsabilité à assumer devant Dieu et devant l'histoire. Je vous ai parlé, vous ne m'avez pas laissé le temps pour détailler un peu les différents éléments construits de la puissance. Il y a par exemple l'aspect démographique. En termes de quantité, oui, le Congo est un pays avec 102 millions d'habitants, c'est largement suffisant. Pour la main-d'œuvre, c'est largement suffisant. Pour l'agriculture, c'est-à-dire que ces citoyens peuvent nous aider dans l'armée, dans l'agriculture. Mais il se pose un problème de la qualité. Et quelle est la qualité de la population congolaise? Et de quelle qualité? Quand je parle de l'élément idéologique, quelle est la vision congolaise de l'humain et du monde?
quelle est la part des idées qu'on s'est fait, quelle est notre conception du monde. Donc, nous devons bannir les antivaleurs, nous devons promouvoir le patriotisme, nous devons enseigner le civisme. C'est l'aspect idéologique. Il y a aussi l'élément culturel. Donc, il faut conjuguer tous ces éléments-là qui peuvent nous permettre pour que demain le Congo devienne une puissance émergente. Ce n'est pas impossible. La Chine l'a fait, l'Inde l'a fait, le Brésil l'a fait. Pour être une puissance émergente, donc, ce que nous subissons ici n'est que le résultat de notre propre comportement. Nous devons l'avouer, nous avons été irresponsables. Or, nous avons eu une responsable irresponsable depuis les départ jusqu'à ces jours. Irresponsable au moment où il y a des accords politiques qui ont fait que le M23 soit défait en 2013, en 2009. Vous pensez que c'est aussi de l'irresponsabilité? Non, non, quand je parle de l'irresponsabilité, c'est quoi? Depuis l'indépendance à ces jours, nous avons été incapables de nous donner une armée forte et républicaine. Nous avons été incapables de nous donner une institution forte. Nous avons été incapables de nous donner une économie forte, malgré toutes les potentialités que nous avons dans ces pays. Nous avons été incapables d'avoir un peuple puissant, un peuple fort. En termes de quantité, oui, mais en termes de qualité, ça pose problème. Nous avons quelle qualité de la population, mon cher ami. Et c'est compliqué. Donc, il est difficile de nous en sortir de cette situation-là. Maintenant, il nous faut des sacrifices. Il nous faut des réformes, des profondes réformes pour nous en sortir. Avec les élections qui arrivent, chaque fois il faut changer de président, chaque fois il y a le gouvernement qui change, et vous pensez que ces réformes-là sont possibles? Mais pourquoi pas? Parce qu'il y a l'État régit par le principe de la continuité. L'État régit par le principe de la continuité. Mais vous savez que même, et parfois, même si on arrive à des élections, c'est pour quelle finalité? Et quelle est la qualité de dirigeant congolais? Nous avons quelle qualité? Parce que déjà, je te dis que notre population, sur le plan quantitatif, oui. Mais sur le plan qualitatif, nous avons quelle qualité? Alors que les dirigeants sont tirés dans la population. Donc si la population est médiocre, nous aurons ces dirigeants qui seront des médiocres, en d'autres termes. Vous comprenez? Mais maintenant, il faut commencer par là. Et même simplement, comment Cicéron disait, un homme d'État doit posséder la vertu, l'essence de l'équité, la justice, la sagesse, la générosité, la tempérance et la magnanimité. Et par tempérance, c'est-à-dire que un dirigeant doit avoir de modération pour des plaisirs. Un dirigeant doit être au service du peuple, au service de la nation. Un dirigeant doit privilégier l'intérêt général. Vous comprenez? C'est ça en fait le problème auquel le Congo est confronté. Donc, toutes les solutions sont à notre portée. Nous avons activé tous les éléments constitutifs de la puissance, je les ai cités ici. Bien que l'État ne nous permette pas, mais du moins... Ensuite, avec cette question, Félix Tshisekedi peut-il diriger une transition au cas où il y avait dialogue? Serez-vous d'accord de voir Félix Tshisekedi diriger cette transition-là jusqu'à la fin de son mandat? Bon, le voir diriger les dialogues ou pas, parce que déjà dans ces conditions, il ne serait impossible d'organiser les élections en 2028. Écoutez, comment on peut organiser les élections pendant que notre pays est agressé et nous assistons à des scènes d'occupation, tout ça. Donc aujourd'hui, il faut un dialogue, une transition et revoir. Bon, le dialogue là, en fait, je ne veux pas un dialogue à la congolaise. Où il y a répartition des postes ministériels, qui sera ministre des budgets, qui sera ministre des mines, qui sera c'est nous voulons un dialogue pour des réformes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des réformes. C'est une planification stratégique dans tous les secteurs de la vie. Pour partage de... Non, non, c'est pour des réformes pouvant nous permettre d'avoir une armée forte et efficace. Pour nous permettre d'avoir une économie forte. Au moment où notre armée est infiltrée, on nous accuse toujours, il y a des Rwandais qui sont au sein de notre armée après les brassages. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une armée forte dans de telles conditions? Pour un peuple militaire, lorsqu'il y a trahison, il y a espionnage au sein d'une armée, il y a des sanctions prévues
par les codes militaires. C'est qu'ils ont les appliquer. Où est le problème? Votre mot de la fin, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bon, mon cher ami, nous avons le Congo comme pays. Ma seule contribution en tant que scientifique, c'est par des analyses et autres. Et parfois, nous voyons des gens, des messages de soutien. Une guerre ne se gagne pas par des soutiens. Aucun pays au monde n'a gagné de guerre par des soutiens. Nos communautés, les telles provinces, soutenons les FARDC. Et voulez-vous gagner une guerre? Même Israël, qui est la famille de Jésus, combat la Palestine à l'arme lourde. Il n'a jamais prié pour combattre la Palestine. Vous comprenez? Nous devons prendre conscience. C'est un appel au sens élevé de la responsabilité. Les peuples congolais, chacun dans son domaine et dans son champ d'action, et aussi à une conscience collective. Sinon, ces pays risquera de disparaître. Si nous continuons comme ça. Merci à vous, M. Blaise Dibayelo. Nous nous rappelons que vous êtes chercheur en relations internationales. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande émission. Et surtout, restez branchés sur Congo Live. L'information reste en continu. Merci beaucoup. Audio